Dans l'épisode 1, Babur, un prince déchu d'Asie centrale, conquiert en 1526 le nord du sous-continent indien, posant ainsi la première pierre du futur empire moghol des Indes. Son fils et successeur Humayun en sera temporairement chassé et vivra 15 ans en exil avant une reconquête tardive. L'empire moghol avait alors bien failli disparaître mort-né dans les oubliettes de l'histoire. Humayun décède une année après sa reconquête en 1556. Son fils Akbar hérite alors du trône alors qu'il est encore adolescent. Dans un sous-continent morcelé politiquement, les possessions mogholes sont à nouveau menacées d'annihilation à court terme. Comment 50 ans plus tard, Akbar se retrouvera-t-il à la tête d'un empire gigantesque et florissant qui commandera le respect du monde entier? La reine d'Angleterre elle-même enverra des missives en signe de respect aux grands moghols. Le règne d'Akbar et de ses successeurs, Jahangir et Shah Jahan, verra l'empire moghol connaître un âge d'or artistique, militaire et économique entre le milieu du XVIe et le milieu du XVIIe siècle. Ce sera alors le temps de l'apogée. Revenons quelques années auparavant à la jeunesse d'Akbar, Jalal de son prénom originel. Il naît en 1542 dans le désert du Thar pendant l'exil de son père Humayun. Avec sa sœur, il grandit à Kaboul dans les montagnes afghanes loin de ses parents. Ces derniers ne voulaient pas prendre le risque de les emmener dans un exil jugé dangereux. En réalité, les deux enfants vivent à Kaboul dans un statut de quasi-otage d'un des frères et rival d'Humayun. Durant sa jeunesse dans les montagnes afghanes, Akbar se montre davantage intéressé par les animaux sauvages et les cerfs-volants que par sa formation à son futur rôle d'empereur. Il n'apprendra ainsi jamais à lire, probablement en raison d'une forte dyslexie. Il deviendra néanmoins pendant son règne un grand patron des arts, fera traduire les récits épiques de l'hindouisme en persan et entretiendra une collection d'ouvrages en de nombreuses langues que ses courtisans lui lisent. Lorsqu'Akbar hérite du trône en 1556, il est posté avec son tuteur dans une campagne reculée du Pendjab. En effet, son père Humayun jugeait dangereux de l'emmener avec lui dans sa reconquête de Delhi. Le couronnement d'Akbar se fait en petit comité sur un trône posé sur un socle de pierre en pleine campagne. Il est encore adolescent et laisse un régent gérer les affaires administratives et militaires d'un empire encore fragile. Son territoire se limite alors aux régions d'Agra, de Delhi, du Pendjab et de Kaboul au nord. Akbar fait face à des appétits d'autres dynasties, notamment la dynastie afghane des Souris qui avait déjà poussé son père à l'exil. Au final, c'est le général hindou des Souris nommé Hemu qui sonne la charge en s'emparant de Delhi et d'Agra par surprise. Akbar étant encore adolescent, c'est son régent qui dirige la bataille contre Hemu dans les plaines du nord de Delhi. Cet affrontement a lieu à Panipat, l'endroit même où son grand-père Babur avait gagné sa bataille décisive 30 ans plus tôt. Pour les Moghols, le désastre semble proche. Ils font face à une armée supérieure et dotée de 500 éléphants de combat. Le cours de la bataille s'inverse miraculeusement quand le général Hemu reçoit une flèche dans l'œil alors qu'il chargeait sur son éléphant. Cet événement précipite l'effondrement moral de son armée. Les Moghols sortent finalement victorieux et rentrent à nouveau à Delhi en vainqueurs. À l'opposé des deux premiers Moghols qui étaient avant tout des conquérants de passage, Akbar décidera d'installer durablement son empire dans le sous-continent indien. En 1560, alors qu'il a tout juste 20 ans, il prend véritablement les rênes du pouvoir après avoir évincé son régent tombé en disgrâce. Ce dernier mourra pendant son trajet vers la Mecque, la destination typique des exilés de l'Empire. Pendant 4 décennies, Akbar et ses armées vont conquérir une importante partie du sous-continent indien en subjuguant les États morcelés dirigés par des dynasties islamiques ou hindoues. Akbar s'attache rapidement à soumettre les territoires Rajput au sud-est de Delhi qui bloquent son accès à la mer Arabique, source de commerce maritime. Les Rajputs forment une caste de guerriers hindous qui ont toujours su préserver leur indépendance face aux conquérants musulmans. Pour Akbar, il n'est pas envisageable de laisser ce territoire indépendant sur le flanc de son empire. À travers la diplomatie et la guerre, il parvient à ses fins. Seul un roi Rajput nommé Uday Singh, qui dirige le petit royaume du Mewar, résiste farouchement. Uday Singh occupe une position rituelle très élevée dans les communautés Rajput et se doit d'être mis au pas. À la fin de 1567, Akbar s'attaque à sa forteresse de Chittor, perchée sur les collines des Aravallis. Celle-ci est réputée quasi imprenable. Akbar placera cet affrontement dans le cadre du djihad. En effet, dans ses premières années de règne,
Akbar est un fervent musulman qui appelle à la guerre sainte contre les idolâtres, c'est-à-dire les hindous. Avant ou après les batailles, il se rend tout au long de sa vie au mausolée soufi d'Ajmer ou de Delhi afin de prier. Après un siège de plusieurs mois, les troupes mogholes parviennent à s'emparer du fort. Juste avant une défaite inévitable, les femmes rajpoutes se jettent vivantes dans des brasiers pour éviter de tomber aux mains des conquérants. Pratique rituelle rajpoute appelée Johar. Akbar fera ensuite tuer les 30 000 personnes restées à l'intérieur, civils y compris. Il fera exploser leurs têtes dans des tours à des kilomètres à la ronde afin de marquer son pouvoir et de lancer un signal aux contrevenants. Cet épisode est important car Akbar évoluera progressivement vers une autre approche plus tolérante des relations avec les hindous et les autres religions de son empire. Son aura grandit encore un an plus tard lorsque son génie militaire permet de conquérir la forteresse rajpoute de Ranthambore. Celle-ci est également réputée imprenable car construite sur un promontoire rocheux entouré de forêts denses peuplées de tigres. Les Moghols disposent d'équipements militaires supérieurs comme le canon ou le mousquet qui garantiront l'extension et le maintien de leur pouvoir. Leurs cavaliers armés d'arcs composites ultra perfectionnés forment quant à eux l'élite de l'armée. Avec les Ottomans et les Perses safavides, les historiens nommeront plus tard ces puissances islamiques dominant à la force des armes les empires de la poudre à canon. Un conseiller d'Akbar écrira d'ailleurs que jamais un empire n'a autant reposé sur la force des armes que l'empire moghol. Akbar s'attachera ensuite à soustraire à des princes musulmans les riches territoires du Gujarat au bord de la mer Arabique à l'ouest et celui du Bengale à l'est donnant sur le golfe du même nom. Il entend ainsi tirer profit du commerce maritime de leurs ports avec le reste du monde connu. D'autres régions tombent pendant ces décennies de conquête. Le Bihar, l'Orissa et le Malwa, le Baloutchistan, le Sindh et le Cachemire. La liste est longue. Ainsi, à la fin du XVIe siècle, l'empire d'Akbar domine un territoire énorme allant des contreforts de l'Himalaya au nord jusqu'au plateau du Décan au sud, des montagnes afghanes à l'ouest jusqu'au delta du Gange à l'est. Ces conquêtes lui donnent le contrôle d'immenses terres agricoles fertiles produisant céréales, fruits et épices. Akbar redéfinit le système de taxation des terres pour le rendre plus efficace. Dans les villes, il profite des productions notamment de textiles qui dopent l'économie et le commerce de son empire avec le reste du monde, notamment les Européens. D'ailleurs, depuis le début des années 1500, le Portugal a installé de nombreux comptoirs commerciaux le long de la côte ouest de l'Inde. On peut citer par exemple le comptoir de Goa. Pendant son règne, Akbar fait face à de nombreuses rébellions de chefs de guerre locaux qui défient son autorité. Même des membres masculins de sa famille doivent être combattus et parfois tués. Les Moghols auront toujours des conflits de pouvoir sanglants même au sein de la famille impériale. En effet, il n'existe pas de système de primogéniture contrairement aux monarchies européennes. Ainsi, le fils aîné n'est pas automatiquement désigné comme le successeur, ce qui provoquera des luttes fratricides. Au niveau religieux, Akbar est progressivement influencé par les religions autochtones de l'Hindustan, l'hindouisme et le jainisme. Le bouddhisme a quant à lui presque disparu du sous-continent à cette époque, bien que né en Inde. Le mariage d'Akbar avec une princesse hindoue, fille de son allié le roi Rajput d'Amber, contribuera à le faire évoluer vers une plus grande ouverture aux adorateurs de Shiva, Brahma et Vishnu. De nombreuses principautés rajputes sont également ses alliés politiques. Ainsi, des armées formées de Rajputs combattront d'autres Rajputs pour le compte des Moghols. Ce sera notamment le cas lors de la bataille d'Aldigati dans les collines du Mewar en 1576. Bien qu'Akbar ait conquis la forteresse de Chittor, le royaume restant du Mewar résistait toujours aux Moghols. Après de maintes tentatives diplomatiques infructueuses, Akbar envoie son allié, le roi Rajput de la ville d'Amber, afin de les mettre au pas, ce qui fut chose faite. La région du Mewar au Rajasthan actuel reste encore aujourd'hui pour les Indiens un symbole de résistance face aux Moghols. Dans le domaine politique, Akbar donne également des preuves d'ouverture religieuse. Ainsi, il abolit la taxe traditionnelle perçue auprès de tous les non-musulmans, la jizya. La seule eau qu'il consomme est celle rapportée du Gange, fleuve mythique des hindous. Il abandonne également la barbe musulmane pour la moustache rajpute. Enfin, il célèbre la fête hindoue des Lumières de Diwali et arrête de manger de la viande en marque de respect pour les hindous et les jains. Au-delà de la tolérance religieuse, Akbar est curieux et ouvert à la nouveauté. La capitale d'Akbar change fréquemment en fonction des contraintes politiques. Il s'installe d'abord à Agra au début de son règne où il fait renforcer le fort au bord de la rivière Yamuna.
Puis, en 1569, il décide subitement de faire construire une nouvelle cité royale à quelques dizaines de kilomètres de là, au milieu de la rase campagne. Choix étrange de prime abord. L'explication de ce choix est la suivante. Alors qu'il ne réussissait pas à avoir un enfant mâle, il se rend dans le village de Sikri, où un mystique soufi lui porte à chance. Les soufis sont ces mystiques musulmans appartenant à différents ordres. Ils seront très respectés par tous les empereurs mongols. À la naissance de son fils, Akbar décidera de construire sa nouvelle cité-palais sur les lieux où le soufi lui porte à chance. Il lui donnera le nom de Fatehpur Sikri, ce qui veut dire la cité de la victoire de Sikri, en hommage à ses victoires militaires de l'époque. Une immense mosquée verra le jour. Au milieu de la grande cour trône le petit mausolée en marbre blanc de ce mystique soufi. Encore de nos jours, les femmes hindoues et musulmanes s'y rendent afin de se recueillir et attacher un fil sur les djalis en vœu de fécondité. Akbar donnera d'ailleurs le nom de ce soufi à son fils, Salim. Salim deviendra plus tard le futur empereur Jahangir. Fatehpur Sikri est le lieu où Akbar réunit des religieux de toutes confessions afin de débattre de sujets théologiques. Ainsi, des moines jésuites portugais de Goa débattent avec des imams musulmans et des mystiques jaïns. Ces débats sont souvent animés et chacun reste campé sur ses positions. Akbar se montre intéressé par le catholicisme, mais les jésuites portugais ne le convaincront jamais de se convertir, à leur grand regret. En réalité, il est plus intéressé par l'art religieux catholique et commandera d'ailleurs des portraits de la Vierge et de Jésus. Il découvre également l'auréole qu'il fera peindre sur ses portraits, également décorés d'anges célestes d'inspiration chrétienne. Dans sa cour des audiences publiques, le Diwan-i-Am en persan, il reçoit les doléances de la population et joue le rôle d'arbitre dans les conflits. Il est au contact de sa population, du moins une petite partie. Une vie culturelle riche se développe également avec l'arrivée d'artistes et de poètes persans. Le persan se renforce comme la langue de culture dans l'empire moghol d'Hindoustan. Les femmes d'Akbar, quant à elles, vivent dans un immense harem où se côtoient hindous et musulmanes. Architecturalement, le plan de Fatehpur Sikri ressemble par certains aspects à un camp de nomades avec ses structures en grès rouge ouvertes et aérées. Cette architecture rappelle qu'Akbar descend de clans semi-nomades d'Asie centrale. Souvenons-nous également que la chaleur de cette région est accablante une grande partie de l'année et que la ville est loin de toute rivière. L'architecture hindoue y est présente à travers les chahatris, ces petites tourelles ou kiosques recouvertes d'un dôme. Bien entendu, il faut s'imaginer ce lieu avec une profusion de tapis persans recouvrant les sols et les murs ornés de riches décorations. En 1585, Akbar déménage à nouveau sa cour à Lahore et s'y installe pour 15 ans tandis que Fatehpur Sikri périclite. On attribuera parfois un manque d'eau dans les citernes comme raison de son départ de Fatehpur. La réalité est qu'Akbar doit s'occuper de rébellions au nord-est de son empire. Au niveau de l'administration, Akbar modifie en profondeur le fonctionnement de l'empire. Il le divise en 15 régions, les soubas, rationalise le prélèvement des impôts sur les terres et développe des voies de communication. L'économie se développe notamment grâce au commerce international de textiles et d'épices. Akbar pose notamment les fondations qui feront plus tard de la province du Bengale l'une des plus productives du monde. Les jungles du delta du Gange y sont transformées en rizières. Par ailleurs, une forme de proto-industrialisation s'y mettra également en place pour produire des textiles en coton. La soie, l'opium et la salpêtre pour la poudre à canon sont exportés vers le reste de l'Asie et jusqu'en Europe. Au niveau social, il tente d'allonger l'âge minimum du mariage pour éviter que de jeunes enfants soient mariés entre eux. Il promeut également l'abolition du sati, l'immolation des veuves hindoues lorsque leur mari décède. Enfin, il promeut ses alliés rajpouts de confession hindoue dans l'administration et l'armée. Vers la fin de sa vie, Akbar, qui a quitté Lahore pour Agra, doit subir la rébellion de son fils Salim. Ce dernier s'est ainsi nommé roi dans la ville d'Allahabad et frappe monnaie, signe de pouvoir impérial. Pire, Salim fit assassiner le secrétaire personnel de longue date d'Akbar, créant un ressentiment supplémentaire chez son père. Pour dire vrai, Akbar ne voit pas d'un bon œil que son fils Salim lui succède. Ses deux autres fils, Murat et Danial, sont alors déjà morts victimes de leur alcoolisme. Akbar aurait alors même préféré voir son petit-fils Khusrau lui succéder, quitte à sauter une génération. Akbar fait d'ailleurs organiser un combat d'éléphants à Agra entre son fils Salim et son petit-fils Khusrau. Le combat de pachyderme tourne au pugilat et à l'affrontement entre les supporters des deux camps. En 1605, Akbar meurt de dysenterie à l'âge de 63 ans dans le fort d'Agra.
À quelques pas de là, Salim célèbre déjà son avènement alors que son père est encore mourant. Il devient ainsi le quatrième empereur moghol sous le nom de Jahangir, celui qui saisit le monde. Akbar aura régné pendant un demi-siècle sur l'Hindustan, transformant à jamais l'empire moghol. Jahangir régnera sur l'empire moghol pendant un quart de siècle de 1605 à 1627, soit moitié moins que son père Akbar. Son règne marque une période de consolidation de l'empire et de transition entre les grandes conquêtes territoriales de son père et l'apogée architecturale qui aura lieu sous son fils, l'empereur Shah Jahan. Au début de son règne, Jahangir doit faire face à la rébellion d'un de ses fils nommé Khusrau. Jahangir défait son armée dans le Punjab et l'humilie publiquement en représailles. À Delhi, il le fait parader sur un éléphant dans l'avenue principale. À son passage, ses co-conspirateurs sont empalés vivants sur des hauts poteaux. Puis Jahangir fait enfermer et aveugler son fils, démontrant encore la brutalité des luttes de pouvoir au sein des Moghols, pourtant si raffinés culturellement. Jahangir reflète parfaitement cette contradiction. Grand patron des arts, notamment des peintures miniatures qui seront admirées jusqu'en Europe par Rembrandt, il peut également se montrer extrêmement cruel. Par exemple, il aime faire piétiner les condamnés à mort par des éléphants. Buveur de vin invétéré et amateur d'opium, Jahangir est un personnage indolent qui aime la luxure. Il est d'ailleurs intéressant d'analyser l'addiction au vin de nombreux princes et empereurs moghols, alors que cette boisson est généralement interdite dans l'islam. Au niveau politique, il continue la stratégie d'alliance avec les princes Rajput initiée par son père. D'ailleurs, il compte dans son harem 2 femmes Rajput qui sont les mères de 2 de ses 4 fils, Khusrau et Khurram, le futur empereur Shah Jahan. En 1614, il reçoit à sa cour un ambassadeur de la reine d'Angleterre, Sir Thomas Roe. Ce dernier tente d'obtenir des concessions portuaires pour le compte de la Compagnie des Indes orientales, une société de commerce privée créée quelques années plus tôt à Londres. Cet épisode marque le début des relations entre les Moghols et le royaume d'Angleterre, qui se termineront par la prise de pouvoir totale de la couronne britannique sur les Indes au milieu du XIXe siècle. Au niveau religieux, Jahangir sera relativement tolérant des autres religions sauf des Sikhs dont il tuera le gourou qui avait soutenu la rébellion de son fils. Les Sikhs suivent une religion monothéiste née au XVe siècle dans le Punjab et qui s'inspire des principes de l'hindouisme et de l'islam. Leur chef spirituel est nommé gourou. Au niveau architectural, Jahangir fera achever le mausolée de son père à Sikandra à côté d'Agra dans un style indo-islamique. Il fera également ériger de beaux jardins persans à Srinagar dans les montagnes du Cachemire. À l'intérieur de son harem, sa femme préférée et la plus marquante historiquement sera Noor Jahan, la lumière du monde en persan. Il s'agit d'une jeune veuve, belle et séduisante, que Jahangir a épousée. Celle-ci deviendra au fur et à mesure son plus proche conseiller, voire davantage. Plus Jahangir sombrera dans l'alcool, plus Noor Jahan tirera les ficelles du pouvoir. La famille de Noor Jahan devient omniprésente dans les hautes sphères mogholes. Son père d'origine perse est le trésorier en chef de l'empire, surnommé le pilier de l'État, Itimat ou Daola en persan. Témoin de sa puissance, son magnifique mausolée en marbre blanc à Agra est précurseur du Taj Mahal. Quant au frère de Noor Jahan, Asaf Khan, il aura pour fille la fameuse Mumtaz Mahal, qui sera mariée de façon stratégique au prince Khurram, le futur empereur Shah Jahan. Mumtaz Mahal est la fameuse femme que Shah Jahan adorait et pour laquelle il fera construire le mausolée du Taj Mahal à sa mort. En 1620, Jahangir tombe gravement malade. Sa femme Noor Jahan manœuvre alors afin de rester dans le cercle du pouvoir si son mari venait à décéder. Elle intrigue notamment pour que sa fille se marie avec Shahryar, l'un des fils de Jahangir. Le prince Khurram, le futur Shah Jahan, se sent menacé alors qu'il était le favori de son père pour la succession. On lui avait donné la province de Hisar à administrer, traditionnellement confiée aux successeurs. Lorsque les Perses assiègent la ville de Kandahar au nord de l'Empire en 1622, Noor Jahan enjoint le prince Khurram de s'y rendre avec ses troupes pour défendre la ville. Ce dernier refuse de porter assistance, craignant que Noor Jahan ne profite de la situation pour décider de la succession si Jahangir meurt. Le prince Khurram monte une armée mais est finalement battu par les troupes impériales mogholes et doit fuir. Il trouve refuge dans la province Rajput du Mewar, qui avait si souvent résisté aux Moghols dans le passé.
Le roi local le loge dans un petit palais en marbre blanc orné de jardins sur une île au beau milieu du lac Pichola, dans la ville actuelle d'Udaipur. Le roi Rajput se montre accueillant car Khurram a une mère Rajput hindoue. Le prince Khurram sera pardonné de ses erreurs, mais la tension avec Noor Jahan restera latente. Finalement, à la mort de Jahangir en 1627, Shah Jahan établit une collusion avec Asaf Khan, le frère de Noor Jahan. Ce dernier manœuvre pour faciliter l'accession au trône de son beau-fils. Noor Jahan est placée en résidence surveillée à Lahore où elle passera le reste de sa vie. Khurram devient alors le 5e empereur moghol sous le nom de Shah Jahan, le roi du monde en persan. Shah Jahan monte sur le trône en janvier 1628 et hérite de l'empire le plus riche du monde de l'époque. Sur certaines peintures miniatures, on le voit posé debout sur un globe terrestre comme s'il dominait la Terre entière. Son nom ne veut pas dire roi du monde pour rien. Dès son accession au pouvoir, il fait place nette pour éviter toute rébellion. Il fait ainsi assassiner son dernier frère survivant, Shahryar. Ce dernier lui avait fait de l'ombre pour la prise du pouvoir en s'alliant avec la fameuse Noor Jahan. 2 neveux et 2 cousins sont également considérés comme des menaces potentielles. Shah Jahan charge son beau-père Asaf Khan de la basse besogne en lui disant « Fais-les disparaître du monde ». Quelques années auparavant déjà, il avait fait étrangler son autre frère Khusrau, qui s'était rebellé contre leur père, l'empereur Jahangir, et avait été mis en prison depuis. Militaire aguerri, Shah Jahan a déjà beaucoup bataillé dans sa jeunesse à la frontière sud de l'empire. Les Moghols y font face aux dynasties islamiques qui règnent sur le plateau du Décan. Il va continuer cette politique d'expansion vers le sud, un des derniers bastions de résistance dans le sous-continent indien. Un de ces sultanats, Golconda, abrite d'énormes mines de diamants, un trésor très convoité. La côte maritime de Coromandel est également importante, car elle abrite des ports d'où partent l'indigo et les textiles. Shah Jahan affronte également les Perses au nord-ouest de l'Empire, en tentant de reprendre plusieurs fois la ville de Kandahar. Cette ville est un carrefour commercial stratégique et constitue avec Kaboul une ligne de défense contre les Ouzbeks au nord et les Perses à l'ouest. Les armées mogholes poussent plus au nord vers les territoires ouzbeks, mais cette conquête aux confins de l'Empire deviendra un véritable bourbier. Le climat hivernal des montagnes et les attaques incessantes des tribus locales feront finalement renoncer les Moghols. Le règne de Shah Jahan marquera une apogée des Moghols en termes de création artistique et architecturale. Son empire attire les talents de tous les horizons. Shah Jahan laisse principalement dans l'histoire la trace d'un grand patron des arts et de l'architecture. Musulman convaincu, il revient à un style architectural persan plus marqué et fait un plus grand usage du marbre blanc. Il aime également faire inscrire des versets du Coran sur ses bâtiments. Sa réalisation la plus marquante est pourtant liée à un drame. En 1631, la femme préférée de son harem, surnommée Muntaz Mahal, la préférée du palais en persan, meurt en couche pendant une campagne militaire dans le Décan. Shah Jahan est alors inconsolable. Ils entretenaient une véritable relation amoureuse, chose peu commune dans le cadre des mariages arrangés de la famille impériale. Après un an de deuil, Shah Jahan décide de faire construire un mausolée en hommage à sa femme, le fameux Taj Mahal. Pour cela, il fait venir à Agra les meilleurs artisans et architectes. Il faudra au moins 22 ans de travaux pour voir ce tombeau de marbre blanc posé au bord de la rivière Yamuna être enfin terminé. Des centaines d'artisans et de travailleurs aidés par des éléphants participent à la construction du mausolée, des jardins persans et des mosquées en grès rouge situées de part et d'autre. Les matériaux et pierres précieuses proviennent de toute l'Asie. Lapis lazuli d'Afghanistan, jade de Chine, saphir du Sri Lanka et marbre du Rajasthan. Des passages du Coran sont inscrits en calligraphie sur les façades où il côtoie des motifs floraux en pierres semi-précieuses incrustées selon la technique florentine de la pietra dura. 4 hauts minarets coiffés de châteries entourent le mausolée, tandis que le jardin représente le paradis avec ses cours d'eau, ses bassins et sa verdure. Muntaz Mahal est enterré en dessous du dôme principal. On a souvent attribué au Taj Mahal un caractère féminin dans son architecture, ce qui est certainement voulu. Les formes, les courbes et les couleurs doivent rappeler celles d'une femme. Ses autres réalisations architecturales marquantes sont nombreuses. À Agra, où il siège au début de son règne, Shah Jahan fait construire de superbes appartements privés dans le fort, ainsi qu'une mosquée interne en marbre blanc, la Moti Masjid, ce qui veut dire la mosquée des perles en persan.
Depuis ses appartements, il peut admirer au loin le Taj Mahal le long de la rivière Yamuna. Pour siéger dans le hall des audiences publiques du fort, Shah Jahan fait créer un magnifique trône en or incrusté de diamants et de pierres précieuses de toutes sortes. Il sera appelé le trône du Pan, car il arbore 2 représentations de pans se faisant face sur sa partie supérieure. Malheureusement, le trône sera pillé à la chute des Moghols et a aujourd'hui disparu. Lorsqu'il change sa capitale pour Delhi en 1638, Shah Jahan y fait construire le gigantesque fort rouge avec ses palais intérieurs en marbre blanc. En face, l'immense mosquée Jama Masjid avec ses 3 dômes à bulbes surgit de terre. Delhi prend alors le nom de Shah Jahanabad, la ville de Shah Jahan. Elle correspond au vieux Delhi actuel. À Lahore, le mausolée de son père Jahangir est également construit pendant son règne. Dans cette ville, on peut également citer les jardins de Shalimar et la mosquée de Wazir Khan richement dotée. En 1658, Shah Jahan tombe malade et l'un de ses 4 fils nommé Dara Shukho est le favori pour la succession, ce qui entraîne la jalousie de ses 3 autres frères. Des luttes armées fratricides s'ensuivent et son fils Aurangzeb en sort vainqueur. Aurangzeb fait placer son père aux arrêts dans le fort d'Agra. Shah Jahan y passera les 8 dernières années de sa vie, assisté d'une de ses filles dont la mère était Mumtaz Mahal. Depuis les appartements royaux devenus une prison dorée, il peut voir quotidiennement le Taj Mahal au loin. Un soir, lors d'un dîner, des servants lui amènent un paquet envoyé par le nouvel empereur Aurangzeb. Lorsqu'il l'ouvre, Shah Jahan est choqué de voir la tête de son fils Dara Shukho, qui a été tué par des hommes au service d'Aurangzeb. Shah Jahan s'évanouit alors littéralement. En 1666, Shah Jahan meurt à l'âge de 74 ans. Son corps est transporté en bateau vers le Taj Mahal, où son tombeau côtoie celui de Mumtaz Mahal. Dara Shukho était son successeur probable. Il était un grand patron des arts et a notamment traduit en persan des textes hindous écrits en vieux sanskrit. Il avait également rédigé un traité sur les similitudes entre l'islam soufi et l'hindouisme, intitulé La convergence de 2 océans. Son frère Aurangzeb, qui sort vainqueur de la lutte de succession, est un ascète musulman austère qui sera parfois dépeint comme intolérant. Dans le prochain et dernier épisode, le règne d'Aurangzeb marque l'extension territoriale maximale de l'Empire moghol, mais comporte également les ferments de son déclin à venir pendant le XVIIIe et le XIXe siècle. Son règne marque la fin de ceux qu'on appelle les Grands Moghols, ces 6 empereurs qui ont régné depuis Babur. Ses nombreux successeurs seront impuissants à endiguer la chute de l'Empire. Celle-ci est due à de nombreux facteurs, internes et externes. Des puissances locales et étrangères profiteront de la situation, notamment une société de commerce privée anglaise, la Compagnie des Indes orientales. Avec son armée privée, elle étendra progressivement son emprise commerciale, militaire et économique sur une grande partie du sous-continent indien pendant le XVIIIe et la première partie du XIXe siècle. Pour la dynastie moghole, viendra alors le temps de la chute.